Merci beaucoup pour cette très belle intervention. Je pense qu'elle suscitera pas mal de questions. Mais je pense que la tradition veut qu'on présente d'abord les deux communications et puis ensuite on pose des questions. Donc, Alexandre Geffen est agrégé de lettres modernes, docteur de l'Université Paris-Sorbonne et chargé de recherche au Centre d'études de la langue et de la littérature française. Donc, c'est mon CNRS, où il coordonne un axe de recherche consacré au devenir contemporain de l'idée de littérature. Il co-dirige un programme de recherche international intitulé Pouvoir des arts, financé par l'Agence nationale de la recherche, qui s'intéresse à la question des émotions littéraires, conçue comme une piste novatrice dans l'analyse du champ littéraire. Fondateur du site web Fabula, il s'intéresse parallèlement au champ des humanités numériques à travers le pilotage du consortium Cahiers et du LabEx Oakville et des travaux portant sur le web scientifique, la philologie numérique et ses enjeux, épistémologiques et les écritures en réseau. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non, mais tu vas nous assommer. Si l'abeille ne vient pas, la langue suffit. Moi, j'avais envie de rester dans ces magnifiques poèmes, mais je vais être obligé de revenir à cette question de la littérature, supposée dans la littérature, en partant d'un joli mot, d'une jolie formule de Julien Bada, le littérateurisme. Le littérateurisme, à mon avis, est un point de départ qui nous permet de comprendre cette question des rapports entre intransitivité, postmodernité et fin supposée littérature. Alors, qu'est-ce que c'est que le littérateurisme pour Pascal Angèle, qui est le grand éditeur de Bernard? C'est l'exigence que la littérature forme un monde clos, irréductible à tout autre discours, et en particulier au discours scientifique et philosophique, mais en même temps qu'elle est une sorte de genre supérieur à tous les autres, incluant aussi bien la science que la poésie, l'art et la philosophie. C'est le refus d'accorder le moindre statut cognitif, c'est la revendication de sa plus totale subjectivité, en même temps que l'affirmation de son droit quasi-exclusif à accéder à la vérité, le refus d'expliquer la création littéraire par autre chose qu'elle-même, le refus d'associer l'œuvre d'art à d'autres valeurs que purement esthétiques, et notamment à des valeurs morales. Voilà, résumé finalement tout un paradigme dominant, ou en tout cas d'une littérature restreinte dominante, un ensemble de propositions qui est vraiment un résumé assez opératoire de cette littérature centrée sur le moi depuis le romantisme, hantée sur l'ordre subjectif et donc autonomisée de la revendication d'universalité qui est celle de la littérature qui l'a précédée, mais d'une littérature qui va être qualifiée, validée, évaluée par la forme, une littérature qui va être mue par ses propres interrogations de manière autonome et qui sera compréhensible par son propre champ, en tout cas par des disciplines endogènes, la rhétorique qui va devenir stylistique, ou des champs connexes, des champs plus vastes comme la linguistique et ses dérivés, sémiologie, narratologie. Voilà donc une définition très, très forte de cette littérature autonome chez Bada dans les années 30, dans la France byzantine, et où on voit aussi deux autres traits qui sont non négligeable, et qu'on a entendu d'ailleurs dans plusieurs réflexions sur cette littérature autonome, un idéal de valeur aristocratique pour lequel la qualité est résolument opposée à la quantité, et donc à la visibilité, et une prétention à délivrer un savoir universel et supérieur, malgré son repli réflexif sur ses propres savoirs. Format assez étrange qui dit que la littérature accède à une vérité supérieure en refusant de s'intéresser à autre chose qu'à ses propres vérités. C'est ce que, en des termes d'une philosophe de l'art avec laquelle je travaille, on pourrait dire que l'autonomisme n'est pas incompatible avec une forme de fonctionnalisme indirect. Autrement dit, il y a une fonctionnalité, mais indirecte, qui est compatible avec une autonomisation de la littérature. Bref, on a donc, vous voyez, une sorte de résumé de tout ce qui fait un certain paradigme de la littérature telle qu'elle s'autonomise depuis le début du XIXe siècle, dans ce grand élan, dont le méta-récit nous a notamment été raconté par William Marx, vous savez, dans l'adieu à la littérature, on a le schéma expansion, autonomisation, puis dévalorisation. Ce schéma qu'on entend répéter souvent, c'est une sorte de tragédie en 3 actes, d'un débat repris maintenant dans le dernier temps, le temps de la postmodernité ou de la post-histoire,
ou pourrait advenir quelque chose qui serait une post-littérature, une mort de littérature, si l'on suit Millet, etc., Todorov, et tant d'autres. Je ne vais pas attendre de m'étendre sur ce débat, je ne vais pas rentrer dedans. Je vais encore mener ces derniers jours avec William Marx à propos d'un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle La haine de la littérature. Et je renvoie aux 2 gros volumes qu'a fait L'Univia sur cette question. Il y a un numéro en ligne de Là où vous faites là, où il essaie de faire un point. Ma théorie personnelle étant qu'il s'agit simplement d'une prise de position récurrente dans le champ littéraire depuis fort longtemps. Mais ce qui m'intéresse, c'est de revenir à la position précise de ce colloque, pour faire jouer, comprendre cette supposée moralisation par rapport à la question de l'autonomisation. Ce colloque, j'ai l'impression, essaie de trouver une solution consistant à refuser un formalisme strict, accepter une certaine autonomie de la littérature, sans pourtant céder non plus, on le voit dans les formules un peu négatives de la fin de la communication, à cette littérature documentaire, cette littérature indifférenciée qui participerait aux sciences humaines, lorsque, par exemple, Olivia parle d'une épistémologie proprement littéraire, c'est dans ce sens-là qu'il peut aller. La littérature ici ne se distinguerait pas fortement de l'universel reportage. En parlant d'anthropologie, on essaierait de rapprocher, même si c'est dans l'anthropologie de Gell, on rapproche la littérature d'une exigence d'universalité, qui est celle de la littérature classique, et en appliquant l'idée d'un acte littéraire spécifique, on quitte néanmoins les problématiques strictement formelles et théoriques qui sont potentielles. Alors, sur l'articulation entre ce que c'est que le champ de la critique littéraire et ce que c'est que la littérature autonomisée, il y a les travaux, vous connaissez sans doute Vincent Kaufmann, on quitte une théorie de la littérature avec une littérature autonome, nous montre-t-il. On va vers une pensée de littérature comme performation, on va dire qu'est-ce que c'est que la littérature, que fait la littérature, ou que peut la littérature contemporaine. On a l'idée d'une sorte de néo-humanisme, d'un acte littéraire, et une transitivité partielle, indirecte, qui permettrait finalement, et c'est ma proposition, de découpler ce retour à la transitivité d'une mort de littérature. Il s'agirait donc de se libérer des apories propres à une pensée esthétique, apories qui sont fortement marquées, avec une pensée strictement esthétique de la littérature. Qu'est-ce qu'on fait avec la littérature d'avant la littérature autonomisée, d'avant Madame de Staël? Qu'est-ce qu'on fait avec la littérature non occidentale? Qu'est-ce qu'on fait avec des genres comme ceux de l'essai, comme ceux des mémoires, tout genre qu'une vision totalement esthétique de la littérature, où seule la catégorie de désintéressement, le refus d'avoir un objet, le refus d'avoir un sujet, et le critère de jugement. Et effet gain possible, on peut donc aborder avec cela toutes les fictions contemporaines, fiction à sujet, fiction à finalité, fiction à enquête, si caractéristiques de la littérature, en tout cas française contemporaine. Alors, ce que je voudrais comprendre, c'est simplement les rapports, les modalités de ce retour à la transitivité, pour ne pas mal le comprendre, pour ne pas le simplifier, et notre position par rapport, en tant que position académique, par rapport à cette nouvelle littérature, et quelles sont les méthodologies, donc qui ne seraient plus les méthodologies de la théorie littéraire à base strictement linguistique, qui pourraient nous guider. On en a vu quelques-unes ce matin déjà. Alors, que la littérature contemporaine ait tourné le dos à la tradition formaliste et aux pratiques propres à une littérature engagée sur un modèle sartrien, c'est assez patent, y compris chez les néo-formalistes du type Minuit. On pourrait dire qu'ils cherchent à se confronter au monde sans véritablement vouloir le changer ou s'en extraire, mais en cherchant des objets spécifiques, en cherchant à penser que ce qui ne peut être pensé que par la littérature. C'est à ce titre-là qu'on pourrait parler d'une littérature qui refait face au monde, et on a dit, et personne, je crois, ne le contestera, l'écrivain francophone contemporain revendique la sortie de l'espace esthétisante en s'intéressant au réel, au sujet, à l'identité, à la transmission. Quignard revient à des problématiques éthiques, Pierre Michon revient à des questions mémorielles, Hénard, Mauvigné, Patrick Modiano, Enel est vraiment de tous celui qui m'intéresse le moins et que j'aime le moins, parce qu'il aboutit à la caricature qu'on entend tout à l'heure, revient sur les ombres et les terreurs de l'histoire. Volodine Houellebecq essaye, à travers les contre-utopies, de penser le devenir des démocraties.
Hein, et des gens comme François Bon, Gérard Massé, Jean Rollin s'intéressent, eux, de forme très différente, au laisser-pour-compte de la mémoire officielle et aux oubliés des sociétés mondialisées. Donc de la littérature à objet, à sujet, à grand sujet, hein, directement ou indirectement politique. Simplement, je crois qu'il est important de comprendre que ces récits fictionnels ne reviennent jamais à l'autorité, à l'exemplarité traditionnelle. Ils s'appuient sur un travail du sensible qui est riche d'une inquiétude éthique et politique d'après-guerre qui ne cesse pas. Hein. Alors cette littérature est postmoderne, dans le sens où elle va renoncer à son extraterritorialité pour reparler du monde, mais, et Marc Gontard a produit des analyses assez intéressantes sur la postmodernité française, elle veut textualiser l'hétérogène sans retomber dans les contraintes d'une avant-garde expérimentaliste, ni les formes traditionnelles d'un réalisme psychologique. Alors, c'est sans doute peut-être moins simple de parler de la postmodernité dans le champ de la française parce qu'on n'est pas dans une logique oppositionnelle avec un projet réaliste, auquel supposerait la déconstruction de ce projet réaliste. Mais néanmoins, je pense que la catégorie marche pas trop mal pour qualifier cette littérature qui est aguerrie à sa propre spécificité, qui cherche à dialoguer avec l'espace des autres récits, tout en continuant à chercher un espace de ce qui est propre à travers des formes qui manifestent une inquiétude, une attention à l'énonciation, au style. Et je crois que cette inquiétude, elle va continuer à irriguer notre modernité. Pensons aux écrivains que nous lisons, pensons à Chevillard, à ces écrivains sans œuvre. Une des formes majeures d'inquiétude de la possibilité d'énoncer une parole proprement littéraire. Pensons à Deville, pensons à Sfeld, etc., qui sont loin d'être des écrivains de littérature sur rien, mais qui pourtant, quoique les plus extravertis, les plus tournés vers le reportage, continuent à manifester une hyperconscience et une autocritique perpétuelle des formes qu'ils produisent pour ne pas céder à un supposé storytelling qui serait extérieur à la littérature. Autrement dit, cette littérature contemporaine ne peut pas s'exempter, elle ne peut pas oublier la crise fondamentale de l'humanisme littéraire européen, le désarroi du paradigme moderne d'après la Seconde Guerre mondiale. Elle s'impose d'assumer les dangers internes et externes de toute prise de parole. Elle est encore mue par le mot de Barthes, et c'est quand même le centenaire, on ne peut pas lui rendre un hommage. Chaque écrivain qui naît ouvre en lui le procès de la littérature. S'il la condamne, il lui accorde toujours un sursis que la littérature s'emploie à reconquérir. Alors vous trouverez pareil chez Blanchot ou encore chez Bataille, sur la littérature coupable comme telle. Je crois que c'est toujours dans ce geste d'inquiétude que la littérature s'énonce et que l'inquiétude postmoderne illustre absolument cette tentation de célibat, l'œuvre noire qui est l'écriture. En rien on est dans quelque chose qui serait, chez les écrivains intéressant à mon sens, l'idée d'un simple récit qui serait un vecteur transparent, d'une prise de position ponctuelle sans engager pour autant formellement et éthiquement l'acte d'écrire. Et on ne s'étonnera pas, donc on trouve toute une série de gammes de motifs comme ceux de la culpabilité, alors, chez Modiano, la culpabilité du narrateur, des formes de culpabilité qu'on trouvera chez Carrère, chez Marielle, etc. Le sentiment de l'impur, de l'impropre, l'impression de tricherie qu'on trouvera chez Cadio, chez Volodier, chez Mauvigné, où Mauvigné, on retrouve cette instabilité des personnes que tu évoquais tout à l'heure. Ce sont vraiment des thèmes postmodernes par excellence, c'est peut-être des thèmes internationaux, si on suit White Knight et Linda Jones, ce sont des thèmes très caractéristiques de la crise postmoderne. Autrement dit, alors que lors de la première crise du roman, Valéry pouvait dire que le roman était possible à cause de ce fait que le réel ne coûte rien, rien n'est plus opposé à une telle affirmation que la crise contemporaine d'énonciation fictionnelle, qui s'interroge sur la nécessité de sa parole et la manière de parler dans un monde épuisé. Mais dans un monde où l'écrivain est sommé de répondre aux souffrances individuelles et collectives, à défaut d'autres cadres consolateurs et interprétatifs. Alors comment reprendre langue et parler du réel avec, chez beaucoup d'écrivains du pessimisme, on évoquait la solitude kierkegaardienne, on évoquait le sentiment d'incompréhension que Chevillard pouvait témoigner. Vous trouverez par exemple, très belles variations sur cette difficulté de l'interlocution littéraire
dans le très beau commentaire que Pierre Michon donne à Gambé 17G de Pierre Bergogneau, à la fameuse phrase initiale de Melville, Call me Ismaël. Il y a une très belle variation de Bergogneau puis de Michon là-dessus. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que cet Ismaël de la modernité, c'est dans B17G, ce jeune aviateur qui va mourir, qui est sur le point de bombarder une ville. Autrement dit, la littérature advient, mais elle vient au plus près d'une forme de décréation. Elle vient non pour racheter, en tout cas non pour racheter directement ce qui est, mais pour sauver ce qui n'a pas été, pour reprendre une position de Claudio Gambert. C'est une naissance père, pour reprendre une autre formule de Philippe Forest, qui est un des grands penseurs de cette difficulté à formuler une parole littéraire de témoignage qui serait légitime et qui ne serait pas une manière de redimer et de récupérer le monde dans une éthique néo-chrétienne qu'il réfute dans l'enfant éternel. La fiction ne peut pas dire ce qui aurait dû être, comme dans la modernité, elle ne peut pas dire ce qui aurait pu être, pourrait-on dire, mais elle va dire ce qui n'a pas pu être, ce qui n'a pas pu être enregistré. Et là se dessine tout ce paradigme que je trouve massif, une littérature de remédiation, de rattrapage, une littérature de biographie, de biographème, de recyclage, qui n'est pas une reconquête glorieuse du récit et d'une épopée de la modernité, une littérature qui n'a plus de territoire et de forme native, mais qui vient intervenir là où il n'y a pas d'autre place, pas d'autre parole possible que cette littérature. Elle vient faire la sociologie là où il n'y a pas de sociologie possible, chez François Bon, la criminologie là où personne ne veut parler, chez Carrère, chez Geoffrey, etc. De la religion là où le religieux n'a plus de place, chez Pierre Michon, de l'histoire là où il n'y a pas d'historien. C'est donc cette affirmation négative dont me semble des pouvoirs de la littérature que témoignent les historiens. Et c'est assez ancien d'ailleurs dans l'Acacia, déjà Claude Simon imaginait à partir de quelques objets la vie du mort du père. On retrouvera ce fil rédempteur dans une forme chez Rouault, qui aussi, on voit cette formule sauver l'archive photographique. Simplement, il ne faudrait pas le penser comme la transposition du résurrectionnisme de Michelet, sans prise de conscience des difficultés de l'écriture. Et je trouve que François Bon a une très très jolie formule pour expliquer son travail, qui s'écrit dans la difficulté même de l'énonciation littéraire. Non, plus de romans jamais, mais cueillir à la croûte dure ces éclats qui débordent et résistent, non plus d'histoire que ces brides qu'elle-même porte. Face à la disparition, face à l'urgence, on renonce aux gloires constructivistes de la parole moderne, on porte la difficulté du monde et on le porte par la langue. La difficulté de la langue devient une image de la difficulté du monde. On renonce à la transparence littérature, on renonce à la rationalisation triomphante, on renonce à l'expérimentation pionnière. Et cette littérature postmoderne s'attache donc systématiquement à des sujets opaques, ou à l'opacifie, l'expression des sujets simples pour produire du savoir. C'est vraiment son paradoxe. C'est sa manière à elle de déployer des vérités complexes, des formes originales d'exemple et des mondes possibles capables d'influer vraiment sur notre univers de croyance. C'est sa manière à elle d'enrichir la rationalité de mécanismes ou de modifier notre expérience en aiguisant notre sens de responsabilité par l'opacification du langage. C'est donc par l'investissement non d'un espace autonome et qui se regarderait lui-même et qui serait doté d'une rationalité souveraine et matricielle, comme dans l'ère linguistique si vous voulez, mais plutôt comme un espace de problématisation de l'expérience que les écrivains contemporains essayent de penser le pouvoir de la littérature. C'est donc dans cette épaisseur de la langue qui vient dire une épaisseur problématique du réel qui s'exprime. Alors, maintenant, quel paradigme peut-on avoir? Quel type de théorie, quel type de paradigme interprétatif peut-on déployer face à cette littérature que j'ai envie de qualifier vraiment remédiatrice ou thérapeutique, avec toutes les critiques et toutes les nuances que j'ai pu donner.
on peut d'abord en faire une forme de savoir, où la transitivité ferait de la littérature une manière d'apprendre quelque chose de nous-mêmes, du monde, etc. Alors, Pascal Angèle, que je citais tout à l'heure, dans un très bel article sur la connaissance littéraire, vous a marqué que le retour à l'idée que la littérature pourrait avoir une valeur cognitive se faisait un peu dans le désordre. En effet, on reste quand même très, très embêté pour définir le propre du savoir littéraire, malgré les travaux de Bouvresse, etc. Est-ce que c'est une connaissance pure? Est-ce que c'est une connaissance affective? Est-ce que c'est une connaissance pratique? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'elle délivre des non-savoirs, ou des savoirs de l'insavoir, de l'impossible de savoir? Et on retrouvera d'ailleurs ces flottements dans un autre théoricien de la littérature comme science humaine supplémentaire, Niviard, qui, vous savez, fait de la littérature une sorte de partenaire d'intellection, écrivain de partenaire d'intellection qui travaille avec l'historien, avec le sociologue. Sont des balancements qui conduisent à n'avoir pas forcément de définition très très claire. Alors on a pu proposer de faire la littérature un savoir du comment, c'est l'opposition du Weil entre le savoir quelque chose et le savoir comment quelque chose. On a pu proposer de faire la littérature un savoir du particulier, un savoir pratique. Ces questions et ces débats sont parmi ceux dont, à mon avis, on devrait s'emparer. Ce que je constate, c'est que la littérature s'empare massivement de savoirs substitutifs. Elle intervient lorsque le champ exploré est inaccessible, il est trop lointain, trop perdu, trop enfoui. Et elle joue en permanence avec les frontières des formes historiographiques ou plus scientifisées du savoir, dans ce trouble constant qu'a si bien analysé Alexandre Prostolevitch. Ce trouble, la manière assez dérangeante dont elle a côtoyé les récits historiques et journalistiques dans une forme de complémentarité, contestation. Ceci dit, cette pensée cognitiviste de la littérature n'est pas la seule manière d'en parler, d'en comprendre les bénéfices supposés dans le champ anglo-saxon, mais aussi maintenant dans le champ anglophone. On a une vision qui est clairement et explicitement thérapeutique de la littérature et qui va se dire vraiment en des termes extrêmement communs d'aide à soi-même, de self-help. On va retrouver la littérature dans les rayons développement personnel. On a Alain Breton qui nous explique comment Proust peut changer notre vie. On a une ancienne kinésithérapeute qui, avec la bibliothérapie, fait du massage et de la littérature Non, je suis un peu méchant avec elle, mais bon, elle m'excusera. On a Watkins, un psychanalyste qui fait de la littérature un élément du travail psychanalytique. Et on a des ateliers d'écriture dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, chez les chômeurs en difficulté, etc. etc. Il ne faut pas forcément en rire d'ailleurs, parce que ce sont des choses tout à fait intéressantes. Parfois on est simplement dans un loisir renarcissisant à l'américaine. Parfois on est dans des fonctions qui sont peut-être moins méprisables que l'on pourrait croire. Il y a une jolie formule de la blogueuse américaine très influente Marie Popola qui dit à quoi sert la littérature, c'est vous économiser du temps, vous rendre plus gentil, vous guérir de la solitude et vous préparer à surmonter les échecs. Alors c'est un utilitarisme un peu indirect. Dans une version américaine plus intéressante, on est dans quelque chose qui serait une éthique un peu plus vaste, un peu plus diffuse, un peu plus altruiste. C'est la position de Martin Nussbaum, de Charles Taylor, de l'école de Chicago. La littérature des romans permet d'assumer une justice politique, ou dans des formes plus culturalistes, qui évoquait d'ailleurs tout à l'heure notre collègue de Poitiers. On a une littérature de combat, de défense des subalternes. De mon côté, et je suis particulièrement intéressé par
des philosophies qui insistent beaucoup sur le rôle du travail du langage, celle de Cora Diamond, celle de Sandra Cavell, où la littérature ne donne pas directement des preuves, des exemples. Il ne s'agit pas de faire une sophistique, de résoudre des cas, d'offrir des réponses à des problèmes axiologiques perpétuelles, mais simplement de pouvoir s'entraîner à changer de point de vue, de penser du point de vue de n'importe qui d'autre, comme dit Kant, et d'entraîner par cette morale projectionniste à habiter supposément d'autres identités possibles, en tout cas à entraîner notre langage, à augmenter notre vocabulaire de compréhension. Alors je sais que Christine a des critiques sur cette littérature projectionniste et empathique, et je les comprends tout à fait, mais néanmoins, il me semble que c'est une piste qui n'est pas inintéressante. Alors, dernier angle qui a été aussi un peu massacré ce matin par Christine, il parlait de l'infrapolitique, moi je parle plutôt de micropolitique. On fait de la littérature une forme d'exercice de la démocratie. Et Jean-François Mel n'est pas là parce que lui a montré que finalement l'opposition entre l'art pour l'art et l'engagement n'est pas si grande que ça. Mais en tout cas, dans le champ contemporain, la conscience critique de la forme n'est pas opposée à une conscience des usages politiques de la littérature. C'est une micropolitique qui peut avoir pas mal d'interprétations assez divergentes. C'est peut-être là aussi que va se situer le débat. Est-ce qu'on est dans la purgation des passions privées par catharsis pour mieux vivre ensemble? Est-ce qu'on est dans une littérature qui va accompagner les mutations sociales par symbolisation et mise en scène pour nous mieux permettre de les résoudre? Est-ce qu'on a une démocratie interne du roman, comme dit Nelly Wolff, qui ferait qu'en s'entraînant à voir la pluralité des personnages, on s'accommoderait, on s'accoutumerait finalement au débat? Est-ce qu'on a des formes de projection de vie en société possible, de communauté possible, comme pouvoir d'organisation de l'espace public? Ou est-ce qu'au contraire, dans une pensée peut-être plus à gauche, on a une mise en critique des normes démocratiques au nom des valeurs morales de l'individu, au nom des exigences politiques? Est-ce que la littérature, est-ce que Pierre Roland appellerait une contre-démocratie, un travail de la langue qui rappellerait toujours l'espace uninsynable, la pensée de l'exception, l'imagination du possible, en soulignant l'arbitraire de certaines formes démocratiques et du néolibéralisme? Bon, ce sont plusieurs options qui reviennent, je crois, toutes à souligner les formes possiblement indirectes et disruptives de transitivité à finalité politique de littérature. Alors, je vais conclure, il est tard, et puis on pourra revenir sur ce débat. Là aussi, c'est un méta-récit extrêmement général, il y a plein d'autres choses qu'il a dites autonomisées au XIXe siècle, par exemple, et c'est pour ça que la thèse bourdieusienne peut être éminemment contestée, mais si on regarde les littératures contemporaines, il y a aussi bien d'autres traditions, il y a les néoformalismes qui sont assez opposés à tout cela. Qu'est-ce qu'on gagne finalement à restaurer une certaine transitivité de la littérature? C'est évidemment un sentiment de continuité, une continuité qu'on pourrait appeler anthropologique, effectivement. La littérature sur la longue durée, au fond, n'a eu qu'une parenthèse qui serait l'expérience esthétique et l'autonomisation par marginalisation des écrivains au XIXe siècle, selon le schéma bourdieuien. Finalement, ça serait cette parenthèse qui se fermerait, et je ne suis pas sûr qu'il faille absolument le déplorer. On serait dans une phase de normalisation où la Terre redeviendrait une activité humaine d'accès au monde médiée par le travail du langage, une activité de symbolisation et de réflexivité avec la matière de langue d'énonciation. Je crois que ce n'est pas une vision de la littérature si dévalorisante que ça. Ça ne l'assimile en rien à une littérature réduite à un récit inconscient de ses propres moyens, un récit journalistique, un récit naïf, entre guillemets, si on veut. Évidemment, pour nous autres littéraires, on sort d'une intransitivité assez confortable, finalement, puisqu'on était chez nous pour regarder cette littérature autoréférentielle et expérimentale. On est conduit à travailler avec d'autres disciplines, on est conduit à travailler un peu moins avec les linguistes et les
lexicien pour travailler avec les sciences cognitives, avec l'anthropologie. On s'expose au risque de nouveaux scientismes, de type le néo-darwinisme, pour lequel la littérature n'est qu'une aptitude qui libère de l'homme, ou d'autres réductionnistes, comme l'empirisme philosophique absolu, ou les neurosciences, qui vont essayer de capturer l'attitude esthétique et par des modèles qui sont encore simplistes. Mais je crois qu'on se réouvre à des formes de travail en commun. Une pensée performative au sens très très large de l'acte littéraire peut continuer à être attentive à ces formulations énonciatives, stylistiques, à son inscription historique, et elle nous permet de nouveau de nous intéresser à des conséquences psychologiques, à des vertus cognitives, à réarticuler donc la poétique avec la littérature, avec la poétique par exemple. Et pour évoquer un sujet qui m'a occupé pendant ces 4 dernières années, par exemple à réouvrir la question des émotions littéraires, ce qui n'était absolument pas possible avec un paradigme d'une littérature intransitive dans laquelle la seule émotion littéraire valorisable, la émotion artistique valorisable, était une émotion esthétique. Donc seule l'hétéronomie de la littérature nous permet de comprendre véritablement comment elle peut agir dans notre cercle privé pour nous par rapport à nos passions, sans se dissoudre dans ce qu'on a pu appeler l'éther esthétique, sans forcément être rapporté non plus à des formes de beauté essentialisées et figées qui seraient celles d'un beau ou d'un sublime éloigné, en rupture avec ses passions humaines qu'Aristote demandait à la fiction de prendre en charge. Donc loin d'être la fin de la littérature et la philosophie littéraire, la réintégration de la littérature dans le cadre d'analyse anthropologique, philosophique, d'activité symbolique permet de réfléchir à son opérativité sans l'assimiler à un simple retour fonctionnaliste du Docqueré et du Mauvais. On ne revient pas à une moraline, un pédagogiste forcément, en disant que la littérature peut faire certaines formes de sens, peut produire certaines formes de sens, et c'est un sens qui ne se réduit pas à un sens dénotatif pur. La littérature contemporaine qui ne cesse de prendre en charge la leçon de l'échec formaliste, les limites de tout humanisme abstrait qui découplerait l'ordre des fins et l'ordre des formes, a en charge, je crois, et c'est pour ça que c'est une littérature absolument vivante, qui rend absolument, pour moi, incompréhensible l'idée du fin de littérature, quand on peut lire, trouver en librairie le dernier magnifique texte de Quignard, un Michon ou 18 autres auteurs passionnants que je n'ai pas le temps de citer. L'idée même que les littératures morales me semble assez étonnante. Enfin bref, cette littérature prend en compte vraiment cette régressivité critique dans sa postmodernité. Et je crois que cette conception réintégrée, finalement, nous permet d'en faire non seulement un jeu sérieux, une expérience substitutive, mais un dispositif psychique complexe, nous exerçons la pensée dans la matière même du langage d'énonciation, nos rapports complets et complexes avec le monde, nos interactions avec autrui, si on est bien, et si vous préférez, quoi qu'il en soit, je crois qu'on a tout à gagner à découpler, si vous voulez, l'idée d'autonomie de l'idée de littérature.